Et avec nous en direct de la salle des 4 colonnes, Edwige Diaz, députée Rassemblement National de Gironde. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Avez-vous été convaincue et êtes-vous prête au compromis ce soir ? Non, je n'ai absolument pas été convaincue par le discours de Madame la Première ministre, qui en fait a été ponctué de phrases assez creuses. C'était assez soporifique, mais personne ne s'est endormi à cause des Insoumis qui ont une fois de plus transformé l'Assemblée nationale en ZAD. Ouais. Alors le Rassemblement National a réagi aussi via la voix de Marine Le Pen. La situation du gouvernement est hors de contrôle. Le maintien d'Elisabeth Borne est une provocation. On n'arrive pas à comprendre avec de tels mots pourquoi vous ne voterez pas tout à l'heure la motion de censure. Parce que le problème, c'est que cette motion de censure est à l'initiative de la France Insoumise qui cherche qu'une seule chose, c'est faire le buzz. Le problème, c'est que si on vote la motion de censure, ça va faire reculer un projet de loi qui est très important, c'est celle relative au pouvoir d'achat. Et nous sommes engagés vis-à-vis des Français et nous leur avons dit, nous ferons tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Donc pendant que les Insoumis s'amusent à faire le buzz, eh ben nous voulons travailler sérieusement pour restituer, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et finalement, vous faites la même analyse que la France Insoumise. Quelle est la différence profonde ? Alors, on ne fait pas du tout la même analyse que la France Insoumise, mais si vous me permettez, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, je voudrais revenir sur le fait que Madame Borne n'ait pas mentionné Madame Le Pen. Écoutez, je trouve que c'est assez indigne et parfois un peu surprenant, parce que d'un côté, vous avez le gouvernement Gérald qui Darmanin vous dit... vous considère comme un ennemi, hein ? Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Mais ce n'est pas la première fois que M. Darmanin tient des propos absolument irresponsables en nous considérant comme des ennemis de la République. Il avait dit, souvenez-vous, au moment des élections régionales, que si le Rassemblement national arrivait à gagner une région, eh bien, ça relèverait du satanisme. Et on a eu aussi Mme Olivia Grégoire qui avait parlé d'ennemis de la République nous concernant. Donc, si vous voulez, Mme Borne est assez embêtée parce que d'un côté, elle dit qu'elle veut travailler avec tout le monde, d'un autre côté, elle ne nous mentionne pas. Et d'un autre côté, on a des ministres qui tiennent des propos absolument irrespectueux parce qu'en traitant le Rassemblement national de la sorte, ce sont 89 députés de la nation et ce sont surtout 13 millions d'électeurs qui sont insultés. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir travailler à l'apaisement du pays. Moi, je l'ai entendu nous dire qu'elle ne voulait pas travailler dans la division. Or, une fois de plus, ce sont les macronistes qui créent et entretiennent cette division. Merci beaucoup Edwige Diaz. Vous nous confirmez donc ce soir que vous ne voterez pas la motion de censure. Merci d'avoir été avec nous tout à l'heure. D'autres réactions politiques, notamment de l'opposition, mais aussi du MoDem que l'on essaiera d'avoir. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Observateur avisé de la vie politique française, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur aussi associé à l'université Paris-Sorbonne. Comment avez-vous trouvé Elisabeth Borne ? D'abord sur la forme, elle était très attendue. Une femme qui s'exprime à l'Assemblée nationale en tant que première ministre, c'est rare, on ne l'avait pas vu depuis Édith Cresson. C'est rare, en effet. La dernière fois, c'était en 1991, si je ne m'abuse, avec Édith Cresson. C'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'on voit bien que Madame Borne n'est pas une parlementaire, en l'occurrence, n'a pas cette expérience-là. Ceci dit, on peut considérer que sur la forme, elle s'en est à peu près sortie. C'est-à-dire qu'elle a tenu le cap, elle a essayé de décliner sa feuille de route. On voit qu'il y a un semblant de méthode qui commence à se mettre en place pour essayer de naviguer dans ce maelstrom parlementaire très incertain. Mais j'ai envie de dire que, si vous voulez, une fois passé le discours de politique générale, qui ne donnera pas lieu au vote d'une censure, on le voit bien, notamment à partir des déclarations des députés du Rassemblement national. Les LR ne voteront pas aussi. Et les LR ne s'associeront pas à la motion de censure présentée par la gauche. Le plus dur va commencer après ce discours de politique générale. Il y a un calendrier parlementaire qui est celui d'abord d'une discussion d'une loi sanitaire concernant notamment la protection contre l'épidémie de Covid. Et puis surtout, à partir, je crois, du 11 juillet, le démarrage des discussions relatives au paquet pouvoir d'achat. Et là, on va rentrer déjà dans le vif du sujet, parce qu'on sait qu'il y a des divergences entre les différents groupes parlementaires, et on va voir comment finalement Madame Borne et son gouvernement vont réussir à métaboliser un certain nombre de propositions de leurs oppositions, je pense notamment aux Républicains, pour essayer de se tracer une voie sur une ligne de crête qui est quand même très difficile. Ligne de crête très difficile. Sur le fond, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Il est question de renationaliser EDF. La réforme des retraites aura lieu. Elle a été d'ailleurs à ce moment-là chahutée, entre guillemets.
Oui, alors il y a je crois que la principale annonce quand même, c'est la renationalisation d'EDF. On voit bien que elle a essayé quand même d'envoyer des signaux à un certain nombre de groupes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que sur les bancs du groupe communiste ont applaudi au moment où elle a annoncé cette renationalisation d'EDF. Je crois que le plus important de ce qu'elle a dit, au-delà des annonces assez finalement réduites en termes de mesures, c'est le signal qu'elle a voulu envoyer aux groupes parlementaires avec lesquels elle est prête à discuter. C'est-à-dire, hormis la France insoumise et hormis le Rassemblement national, elle se dit ouverte finalement à des compromis avec les autres groupes parlementaires. C'est un signal qui a été envoyé. Je ne suis pas sûr qu'il soit entendu parce que chacun de ces groupes parlementaires, pour l'instant, j'allais dire, campe sur un principe d'opposition. Et on va voir un autre groupe cette fois qui fait partie de la majorité, Arnaud Benedetti, c'est le MoDem avec Erwan Balanant, tout juste réélu député du Finistère. Entrée en matière réussie ou pas pour Elisabeth Borne selon vous ? Ah oui, moi j'ai trouvé son intervention très pertinente. Elle a donné une méthode, elle a montré la volonté que nous avons de trouver des compromis, d'aller rechercher du consensus sur les sujets qui préoccupent les Français. Donc moi je trouve qu'elle a réussi ce grand oral. Ça veut dire quoi travailler un petit peu plus par exemple? C'est là la nuance, c'est d'essayer d'aller chercher le compromis un petit peu plus. Elle n'a pas donné d'âge? Non, je parlais moi sur cette question sur la question, vous parlez de la question des retraites. Ouais. Je croyais que vous parliez de travailler plus avec les oppositions. Non, là pour le coup c'est travailler plus, oui, travailler plus. Voilà. Non, mais on le sait aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de Français ont compris que il fallait qu'on avance dans l'âge de départ à la retraite et que ça allait nous permettre d'ouvrir des nouveaux droits et de revaloriser les retraites. C'est tout simplement un équilibre démographique. Mais la Première ministre a aussi précisé, et j'espère que ce n'est pas passé inaperçu, qu'il fallait à tout prix qu'on travaille sur la pénibilité et qu'on abandonne cette idée qu'il y avait des métiers qui seraient soumis à la pénibilité obligatoire et que l'on pouvait travailler pour que ces métiers, les carrières évoluent, pour que chaque Français puisse avoir un travail qui le garde en bonne santé. Mais Erwan Balanant, si vous n'avez pas obtenu la majorité, si vous n'avez pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, si Emmanuel Macron l'a perdu, c'est peut-être notamment à cause de cette question de la réforme des retraites. Est-ce que c'est la plus urgente face notamment à la paupérisation qui guette les Français ? Non mais vous avez raison, l'urgence, elle l'a dit, c'est de travailler sur le pouvoir de vivre des Français, le pouvoir d'achat et sur la transition écologique. Elle l'a redit que nous allons avoir la loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver demain au Conseil des ministres, on va la travailler durant l'été et d'ailleurs plus vite on la travaille mieux c'est et c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi à comprendre cette motion de censure qui va sans doute nous faire prendre un peu de retard. Donc avançons pour les Français sur ces deux urgences, l'urgence du pouvoir d'achat et puis l'urgence climatique qui est aussi un vrai sujet sur lequel dès septembre il faudra qu'on se mette à la tâche. Le MoDem votera tous les textes sans sourciller ? Ah non, le MoDem ne vote jamais tous les textes sans sourciller. Le MoDem travaille les textes, le MoDem fait des propositions et ça nous est arrivé de demander que certains textes évoluent et durant le mandat précédent, nous avons fait évoluer certains textes. On gardera cette ligne de conduite d'être toujours très vigilant sur un certain nombre de sujets, sur les sujets sociaux, sur les sujets évidemment de la démocratie, sur les sujets de la souveraineté, sur les sujets de l'Europe. Le harcèlement scolaire qui vous tient à cœur aussi, notamment. Évidemment. Le harcèlement scolaire qui vous tient à cœur aussi. Évidemment, ça va pas assez vite, vous trouvez? Évidemment, le harcèlement scolaire. Si, elle a dit des choses intéressantes sur ce sujet-là, puisqu'elle a parlé justement du cyberharcèlement et qu'il fallait qu'on avance sur ces questions-là. Et on va avancer sur ces questions. On a voté une loi, évidemment, le mandat précédent. Maintenant, il va falloir l'appliquer, il va falloir mettre en place des politiques publiques, continuer celles qui fonctionnaient avant, parce qu'un certain nombre fonctionnaient avant. Et on va avancer dans cet esprit-là. Merci beaucoup, Erwan Balanant, député du Finistère, du MoDem. Merci à vous. La question du climat. On va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie avec ce label européen accordé au gaz et au nucléaire. Mais avant, on va voir s'il y a urgence ou pas en la matière. Écoutez la Première ministre française. Mesdames et messieurs les députés, bâtir ensemble, c'est apporter des réponses radicales à l'urgence écologique. Devant les défis, il n'est plus question d'opposer les radicaux aux partisans d'une écologie des petits pas. Tous
nous avons conscience des enjeux et des risques. Tous, nous devons faire bloc. Ce mot de radicalité, je le prends donc à mon compte. Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Mais je l'affirme, je ne crois pas un instant que cette révolution climatique passe par la décroissance. Au contraire. Voilà, Arnaud Benedetti, peut-être une réaction d'ailleurs sur la question climatique. On sait que ça avait été, la question écologique au sens large, un axe de campagne du président de la République, notamment entre les deux tours de l'élection présidentielle, puisque c'est à ce moment-là qu'il avait annoncé la création de ces deux ministères rattachés directement au Premier ministre, qui était le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires. Donc là, le propos finalement de Madame Borne confirme, c'est-à-dire la volonté finalement d'inscrire une politique environnementale qui soit une politique environnementale qu'elle juge ambitieuse, mais et elle prend à son compte d'ailleurs le terme de radicalité pour montrer que, en l'occurrence, elle est vraisemblablement en faveur d'un certain nombre de ruptures, mais elle prend, disons, ses distances par rapport à une vision de l'écologie qui est plutôt portée en général par une partie de la gauche, c'est-à-dire qu'elle n'oppose pas, si vous voulez, l'écologie à l'économie. En d'autres termes, elle dit clairement qu'on peut avoir une ambition en matière de politique écologique tout en ayant une ambition économique. Les Gilets jaunes sont passés par là. Et les Gilets jaunes sont manifestés. Les Gilets jaunes sont passés par là. Et le vrai sujet, quand même, qui va être celui de ce gouvernement dans les mois qui viennent sur cette question-là, c'est justement d'éviter ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'on impose une écologie qui est une écologie contraignante, punitive, et qui serait une écologie d'une certaine manière antisociale par rapport aux besoins d'un certain nombre de ménages les plus modestes. Arnaud Benedetti, juste une question peut-être très courte avant de rejoindre. On me dit qu'on a David Guiraud, pardonnez-moi Arnaud Benedetti, je vous poserai la question juste après parce que vous avez déclaré que ce gouvernement manquait d'originalité et que ça montrait l'épuisement du macronisme. Alors on va voir ce que vous voulez dire par là. David Guiraud, député fraîchement élu du Nord, la France Insoumise. David Guiraud, peut-être, tiens d'abord, avant que la question ne m'échappe, il a été question des forces de l'ordre au cours de ce discours de politique générale. Elisabeth Borne a déclaré honte à ceux qui s'attaquent aux policiers. On sait qu'il y a eu des moments compliqués entre votre parti et les forces de l'ordre, notamment lors de la perquisition du siège de la France Insoumise. Est-ce que vous vous sentez visé ? Je me sens pas visé, mais j'imagine que je l'étais. Non, mais Jean-Luc Mélenchon a dit la police tue. C'est ce qu'elle faisait allusion à ça, on imagine. Quand une passagère d'un véhicule se prend une balle dans la tête pour un délit de fuite, effectivement, il y a quelqu'un qui est mort. Je vous le confirme, je vous apprends rien. Mais du coup, en fait, pour revenir sur ce sujet-là, puisqu'il a l'air tellement important, moi je pense que c'est le gouvernement qui s'en prend aux forces de l'ordre. Vous croyez quoi? Que dans ce pays, on va résoudre tous les problèmes avec des coups à coups de LBD? Parce que c'est ce que pense le gouvernement en fait. Moi j'ai des quartiers dans ma circonscription à Roubaix qui ne sont pas des quartiers simples, où en fait il n'y a plus que la police parce que les autres services publics ont déserté. Vous croyez que ça va se passer comment pour les policiers qui vont arriver là-bas? Ça va se passer mal. Ceux qui s'en prennent le plus aux policiers, c'est ceux qui font semblant de leur donner toutes les prérogatives du monde et de leur mettre sur les épaules tout le poids des échecs de la société. Alors qu'allez-vous proposer, David Guiraud, à la France Insoumise, justement sanitaire. Sur les quartiers du Nord comme ceux de Marseille ou ceux de Nantes ou de Nice, que comptez-vous proposer justement pour apaiser les relations entre les citoyens et la police? Non mais d'abord, moi je pense qu'il faut quand même un peu élargir la focale. Aujourd'hui, on a des problèmes tout à fait urgents dans les quartiers. J'aimerais bien qu'on arrête de parler des quartiers uniquement pour parler de la police, quoi. Parce que moi, j'en ai un peu marre. Moi, j'ai en ce moment dans les quartiers à Roubaix et à Wattrelos, quartier des Tilleuls, quartier de l'Alma, quartier de l'Épeule, des gens et des mamans qui descendent en bas de leur maison, on se retrouve à 30 avec les factures d'électricité, avec des régularisations de tarifs, où j'ai vu des factures à 2800 € en plus sur l'année. Alors est-ce qu'il y a matière à compromis? 2500 €, 1000 €. Est-ce qu'il y a matière à compromis justement sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français que vous citez et qui souffrent au quotidien? Il y a matière à compromis, mais si le gouvernement veut bien faire des compromis, parce qu'aujourd'hui déjà ce gouvernement c'est pas celui des Français. Je veux dire, les Français n'ont pas choisi ce gouvernement. Le gouvernement est complètement hors sol. Il est suspendu au plafond de l'Élysée. C'est une espèce de lampadaire comme ce que vous voyez là. La réalité est là. En fait, ce gouvernement n'a aucune légitimité. Alors maintenant, on nous présente des propositions. On va regarder. Par exemple, je prends un exemple tout bête. On nous dit sur le logement, puisqu'on en parlait, tiens, les APL vont augmenter de 3,5%. D'accord. Sauf qu'en même temps, les logements, les loyers peuvent être augmentés de 3,5% aussi. Sauf que le loyer, quand ça augmente de 3,5%, ça augmente plus que les APL. Ça fait une perte nette
pour les foyers, pour les gens même qui gagnent les APL, hein, parce que ceux qui ne les touchent pas, je ne vous raconte pas. C'est 200 € en moins par an. Donc en fait, ce qu'on nous présente comme une hausse, c'est une baisse du revenu pour les habitants. David moi, Guiraud, je n'ai pas été élu pour cautionner ça. David Guiraud, la France insoumise n'a pas été citée par Elisabeth Borne. Pire, on le disait tout à l'heure avec votre collègue, si l'on peut dire, du Rassemblement national, que vous êtes considéré comme un ennemi. Pour vous, c'est un déni de démocratie? Oui, c'est le ministre de l'Intérieur qui disait qu'on était ennemis. C'est le responsable des élections. Donc, je vous avoue qu'on se sent pas très serein si jamais il y a une dissolution bientôt. Ouais. Mais ils peuvent faire semblant qu'on n'est pas là. On est là. Et par ailleurs, en plus, la NUP est la première opposition à ce gouvernement. Donc ils peuvent ne pas nous citer. Mais pourquoi vous avez déposé la motion de censure avant même d'écouter le discours de politique générale? J'entendais tout à l'heure Edith Cresson, l'ex-première ministre française, qui disait pourquoi déposer une motion avant même de l'avoir écoutée? Parce que bon, on imagine que vous attendiez pas de surprise, mais sur la forme, pour signe de bonne volonté, vous auriez pu attendre peut-être? Parce que nous posons un acte politique. C'est qu'aujourd'hui, la démocratie, elle se fait à l'Assemblée nationale. Que contrairement aux 5 dernières années, Emmanuel Macron ne peut plus décider seul. Et il doit respecter les coutumes républicaines, comme ça se fait depuis 30 ans dans ce pays, de voter la confiance. Puisqu'elle ne fait pas voter la confiance, nous votons la défiance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous posons des actes politiques qu'aujourd'hui, la démocratie, elle se fait à l'Assemblée. Alors, je vais essayer de trouver juste un compromis. David Guiraud, pardonnez-moi de vous couper, on a un petit décalage de 1 ou 2 secondes. Si, puisqu'elle l'a répété, hein, la chef de file du parti LR tout à l'heure, de La République En Marche, si l'avortement doit être gravé dans le marbre de la Constitution, vous qui êtes pour depuis maintenant des années et qui êtes le fer de lance de cette proposition, est-ce que vous allez voter pour? Oui, nous avons. Alors, on regrette un peu que le gouvernement ne l'ait pas mis à l'ordre du jour, parce que si on a redéposé une déposition commune, une proposition de loi commune pour l'inscrire à l'ordre du jour le plus vite possible, ça n'a pas été fait. Bon, ceci dit, vous vous en souvenez, en 2018, on avait fait cette proposition, le gouvernement l'avait refusée. Maintenant, si la question vient à l'ordre du jour d'inscrire dans la Constitution et que tous les groupes politiques sont derrière, nous la signerons parce que c'était notre engagement. Le compromis, ça a du bon. Particulièrement devant les Français. Merci David Guiraud. Comme quoi, le compromis, ça a du bon. Quand ça va dans le bon sens, oui, on n'est pas fermé. Et on voit la malice aussi, sans doute, du gouvernement, même s'il y a sans doute aussi de la sincérité. Arnaud Benedetti, sur ce que j'évoquais juste avant, on parle d'Elisabeth Borne, des députés, des groupes, mais il faut un gouvernement aussi. Et pourquoi dites-vous qu'il y a un épuisement? C'est-à-dire que, si vous voulez, la marque d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est d'être capable d'aller chercher en dehors, finalement, de sa zone de confort majoritaire, des profils qui sont soit des profils de gauche, soit des profils de droite, et de les intégrer dans sa dynamique majoritaire. Là, clairement, on le voit avec ce gouvernement Borne 2, qu'il n'y a plus du tout ce que l'on appelle, de manière un peu triviale d'ailleurs, des prises de guerre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le macronisme est replié sur son réduit historique, avec quelque chose de très important et dont il va falloir quand même mesurer l'évolution au gré de cette législature, c'est le poids des alliés. Le poids des alliés d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le MoDem et Horizon, avec lesquels Emmanuel Macron et Madame Borne vont devoir compter certainement plus que par le passé, tout simplement parce qu'il y a une absence de majorité absolue et que la majorité présidentielle est très relative à ce stade à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup Arnaud Benedetti pour votre éclairage.